Alors vous pouvez ne pas me croire, mais moi, plus ça va, plus je vais affiner ces calculs-là, et plus je vais essayer de montrer que ce sera vrai, que ça va s'inverser. Et pour la savoir, on peut y croire. On peut y croire. René a eu la gentillesse de passer le livre blanc sur le climat de la Savoie, qui est une mine d'or. Je vous invite à le parcourir. J'en ai amené un exemplaire pour ceux qui souhaiteront le parcourir. C'est une mine d'or sur ce qui se passe en Savoie en ce moment. Là, vous avez l'évolution des kilowatts de chaudière bois installés en Savoie. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que là-dedans, ah ben non, il n'y a pas encore Christophe Mongeant, puisque moi, ça s'est passé un peu après, là, mais c'est un hasard. Vous avez la même chose pour les panneaux solaires thermiques, ceux qui font de l'eau chaude sanitaire. Vous avez la même chose pour le solaire photovoltaïque. Alors ne regardez pas les échelles ici, elles ont peu d'intérêt. Je me suis permis de poursuivre le calcul, là ça s'arrête en 2007 dans le livre blanc, je me suis permis pour vous de poursuivre le calcul, et je n'ai même pas considéré des taux de pénétration des énergies renouvelables aussi importants que ceux-là pour mon calcul. Parce que ceux-là, ce sont les tout premiers systèmes qui ont été installés en Savoie, et donc évidemment vous avez des taux de pénétration d'une année sur l'autre qui augmentent de 100%, 200%, 300%, alors évidemment quand on joue sur quelques systèmes, et que vous multipliez par 2, vous avez fait un plus 100%. Bon, ce sont des taux de croissance assez peu révélateurs. Donc j'ai pris un taux de croissance, moi, jusque dans les années suivantes, de 10%, qui est un taux, on va dire, moyen, sous réserve qu'on s'en donne les moyens, justement, sans jeu de mots, pardon. Et là, on a une conclusion absolument majeure, c'est que pour la Savoie, à l'horizon 2040 maximum, la moitié de tous les foyers savoyards seront équipés d'énergie renouvelable, donc se chaufferont ou s'éclaireront avec des énergies renouvelables, donc durables. Et c'est le cas également pour les collectivités, les bâtiments collectifs de façon générale, puisque vous observez sur ces graphiques que, en fait, la courbe de pénétration pour les bâtiments collectifs ou pour les bâtiments individuels est relativement la même. Donc je l'ai fait pour les bâtiments individuels et j'ai extrapolé au collectif. Et puis, un autre truc qui va nous aider, c'est ça. C'est de mieux comprendre ce qui se passe chez vous. Alors, je ne sais pas pour vous, à titre individuel, et pour chacun d'entre vous, il y a un truc que je sais pour moi, c'est que je suis à chaque fois énervé quand je lis ma facture EDF et que je vois un prix en bas et que je vois une quantité d'électricité consommée et que je n'ai aucun détail. Aucun détail. Alors, je sais que je consomme 4400 kWh par an d'électricité, je ne sais pas pourquoi. Rien, zéro info. Alors, certains ont fait l'étude, du coup. Ça, c'est le camembert de répartition de l'énergie électrique consommée dans un bâtiment individuel. En 1990, on consommait à peu près 2000 kWh par an par logement. Et vous voyez qu'en fait, on avait un petit quart pour l'éclairage, un autre petit quart pour le lavage, la chaîne du froid occupait un petit tiers, et puis le reste c'était les équipements électriques de tout poil, le PC, la nouvelle Nespresso, tout un tas de trucs comme ça. Alors les chargeurs de téléphone portable, ils pèsent peanuts là-dedans, faut pas s'en faire un monde, mais tous les équipements électriques qu'on laisse brancher chez soi en veille, eh bien ils consommaient à l'époque un petit quart de l'énergie totale de la maison. Et en 2010, la facture évidemment a augmenté parce qu'on a multiplié par 1,5 la quantité d'électricité consommée par habitation. Et là-dedans, ce qui a augmenté le plus fortement, c'est tous les petits appareillages électriques. Ce qui est parfaitement en phase avec le progrès technologique, hein. Il n'y a pas de problème avec ce chiffre-là. Simplement, c'est ça qui représente aujourd'hui presque la moitié de la consommation électrique dans une maison. Donc c'est ce petit astérix-là, vous savez, c'est comme les contrats d'assurance, il faut toujours se méfier des petits astérix. Et bien là, c'est le petit astérix qui vous dit que là, tous les équipements électriques qu'on utilise chez soi, la télé qu'on laisse en veille, la Xbox, machin, voilà, c'est près de la moitié de la consommation. Il y a un truc qui va nous aider, et ça, j'allais me le fabriquer cette année, donc ça tombe bien, il arrive, je ne vais même pas avoir à me le fabriquer. Eh bien, c'est un compteur intelligent qui aura, alors celui-là c'est le Linky, bon, peu importe les marques et peu importe l'obligation qu'on aura de le payer, je considère que les enjeux sont bien supérieurs au prix que j'aurai à payer cette bébête-là. Ça c'est un compteur intelligent qui renverra les informations de consommation sur mon PC et
qui me dira, bah tiens, si je laisse tourner ma machine à laver à tel moment, combien consomme ma chaudière bois quand elle se déclenche, voilà. Tout un tas d'indications comme ça, combien je consomme de moins si je débranche une nuit tous mes appareils électriques. C'est toujours intéressant à savoir compte tenu du fait que ça occupe presque la moitié de l'énergie de ma maison, etc., etc. Donc ça, vous en verrez dans les journaux des tas de critiques et des tas de points positifs. Hein. Il y aura des journaux qui vous expliqueront, ouais, quoi, c'est des espions dans nos maisons, etc. Peut-être. Je considère que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Ça nous rendra intelligents. Ça nous rendra intelligents, on comprendra la consommation de nos maisons. Et je considère que compte tenu des enjeux et de la gravité de la situation, il vaut mieux avoir un petit espion jaune qui renvoie à ERDF ou à je sais pas qui, tout ce que je consomme, etc., que ne rien avoir du tout, être bête et idiot comme je suis aujourd'hui, et du coup ne pas savoir comment améliorer mon comportement. Qui dans cette salle aimerait bien sortir du nucléaire comme moi d'ailleurs. J'aimerais bien. Voilà, je fais un vœu pieux, j'aimerais bien, je ne donne pas d'horizon temporel. Dans le siècle qui vient, j'aimerais bien. Qui veut? Est-ce que vous voulez bien lever la main, ceux qui aimeraient sortir du nucléaire? On n'a déjà rien en France, alors si on sort du nucléaire en France, on va y revenir. Alors, est-ce que vous savez que sortir du nucléaire, c'est possible demain, d'un clic de souris? Qui sait que c'est possible? Qui sait que c'est possible demain? Vous rentrez chez vous ce soir, et qui sait qu'il peut sortir du nucléaire instantanément d'un clic de souris? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait ça? Non, demain, cette nuit, là, moi je rentre chez moi, je sors du nucléaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Ouais, alors c'est quoi? Non, ça c'est pas demain, ça. Accumulation d'énergie. Non, je vous donne la réponse. Sortir du nucléaire demain, c'est possible. Vous allez sur votre ordinateur, vous allez sur le site d'EnergyCop. Je ne fais pas de publicité en disant ça, parce que je l'ai découvert moi-même il n'y a pas longtemps. Vous savez que depuis, je crois, 2008, il n'y a plus exclusivité du fournisseur d'énergie. Vous pouvez aller chez qui vous voulez. Vous pouvez aller chez EDF, chez Poweo, chez EnergyCop. Eh bien, si vous allez chez EnergyCop, ces gens-là vous garantissent qu'ils s'approvisionnent en électricité uniquement auprès de sources renouvelables. Alors vous me direz, oui, mais les petits électrons qui arrivent chez moi, ils sont peut-être issus de la centrale nucléaire du budget. Oui, bon, ça, d'accord. Ok. N'empêche que vous paierez votre facture d'électricité plus cher parce que les gens d'EnergyCop, ils auront acheté l'énergie électrique auprès des fournisseurs d'électricité éolien, photovoltaïque, etc. Et même des barrages EDF. Donc, sortir du nucléaire, c'est possible demain. Vous me direz, ouais, mais ça ne va pas nous arrêter les centrales. Eh bien, je vous invite à le faire. Allez ce soir ou demain matin sur votre PC, vous allez sur le site d'EnergyCop et je vous garantis, quand vous rentrez votre nom, votre prénom, machin, votre adresse, et vous avez juste à cocher la petite case, oui, je veux passer chez EnergyCop. EnergyCop s'occupe de tout en termes de paperasse administrative. Eh bien, ça fait 1 mois que je suis devant mon PC, presque tous les soirs, avec Christelle, mon épouse, et qu'on hésite à le faire. C'est bête, hein, je suis devant vous à dire que c'est possible. Ça fait 1 mois que tous les week-ends, on se dit avec mon épouse, on le fait pas. Ça coûte pour nous, donc je ramène au cas de la famille mangeant, ça coûte 200 € de plus par an de faire ça. Alors, certains ne peuvent pas se le permettre, nous pouvons nous permettre 200 € de plus par an pour changer de fournisseur d'électricité, passer au renouvelable. Eh bien, on ne le fait encore pas. Parce que dès qu'on se dit, bah tiens, je veux sortir du nucléaire, c'est-à-dire je veux sortir du standard, EDF, ben là, elle se pose les vraies questions. Et oui, qu'est-ce qui se passe si EnergyCop ferme la porte? Est-ce que c'est réellement fiable, cette affaire-là? Ils sont 18 000 aujourd'hui chez EnergyCop. Donc ça pèse rien dans la production française, 0. Donc qu'est-ce qui se passe? Le PDG se tue demain, est-ce que cette affaire-là continue? Est-ce qu'on va me couper l'électricité, etc. Donc,
sortir du nucléaire. C'est très facile quand on dit au gouvernement français fermer les centrales, machin, etc. Évidemment, quand on met le problème chez le voisin, c'est toujours plus facile. Je vous garantis, faites l'exercice, allez sur votre PC demain, allez sur ce site. Et encore une fois, je n'ai pas d'action chez Energicop, je n'ai pas encore cliqué. Et du coup, dites-vous, est-ce que c'est si simple de changer de système énergétique? Voilà. Et vous verrez, ceux qui le feront du premier coup d'un clic de souris, ben, je serai très admiratif. En tout cas, moi, avec 3 enfants, eh bien, j'hésite encore. Je vais probablement le faire dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Mais voilà, ça pose la vraie question. C'est facile de dire il faut en sortir ou pas en sortir ou tout ce qu'on veut. Vous savez que l'année 2013 est l'année du grand débat national sur la transition énergétique. Vous savez certainement, il y a des débats un peu partout en France. Il y en aura un, je crois, à Chambéry en milieu d'année. Cette année, le gouvernement français va probablement engager la France pour la politique énergétique de ces 40 prochaines années. Je pense que c'est le moment de parler de tout ça. Je pense que c'est le moment qu'on en parle, c'est pour ça que je suis devant vous aussi. Parce que si on se reprend des décisions abruptes qui ne sont pas des décisions partagées, qui ne sont pas des décisions approuvées, eh bien on le regrettera pendant 50 ans. Un système énergétique, c'est au bas mot 50 ans pour le construire, le mettre en place et l'amortir. Alors voilà, j'ai donné un grand coup de marteau sur le post-logement en faisant quoi? En isolant la maison et en mettant une chaudière bois. Ça, c'est pas du trucage, hein, c'est pas de la magie. C'est ce qui s'est réellement passé en isolant la maison et en mettant la chaudière bois. Je suis passé de, je sais plus, il y avait 600 kilos quasiment à presque rien, 35. Parce que j'ai isolé la maison et que avec Christelle, nous avons mis une chaudière bois. Le deuxième poste, et je vais aller très rapidement parce que je pense que le temps passe et que à la fin je vais vous endormir, peut mieux faire. J'ai mis encore 3 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc il faut attaquer le poste suivant, qui est le poste des transports. Et là, vous allez me dire, bon bah, est-ce que, Christophe, est-ce qu'il faut passer à une voiture électrique? Alors voici une étude qu'a réalisée un collègue du CEA de Grenoble sur justement la mobilité terrestre. Alors vous avez en vert la pollution émise par une voiture thermique classique en France quand elle fait de la route. Alors vous voyez ici alors une voiture ou un scooter, vous avez ici un scooter de 200 kg, il émet à peu près 107 grammes de CO2 par kilomètre. Et puis une micro-citadine 162, etc. Et donc si vous passez à une conduite plutôt de type urbain, vous allez moins vite, vous faites des accélérations lentes, etc. Vous émettez, on va dire, 2 fois moins. Ok. Ça, c'est pour du thermique, donc c'est les voitures d'aujourd'hui. Il y a quand même un constat qui est très important à ce stade, qu'on peut déjà tirer de ça. Outre le fait que si on conduit moins vite, moins fort, etc., on pollue moins, il y a un truc énorme ici. C'est que les petites voitures polluent infiniment moins que les grosses. Ça, c'est déjà un premier constat. Maintenant, si on passe à l'électrique, c'est la courbe bleue par rapport à la courbe rouge qui va nous servir de référence, qui est la courbe du thermique urbain. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, on divise facilement par 2 la pollution. Alors là-dedans, il y a l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie pour fabriquer les batteries. Ça, c'est très bien, c'est en France. En France, vous n'ignorez pas que 75% de l'électricité est décarbonée, c'est-à-dire qu'elle est produite par des centrales nucléaires qui n'émettent pas de CO2 dans l'atmosphère. Si vous faites le même calcul pour la Chine, la courbe bleue, elle passe au-dessus. Tout simplement parce que leur électricité, elle est produite à partir de charbon, essentiellement. Alors vous me direz, ouais, la Chine, c'est loin, et c'est un cas tout à fait particulier. Alors on a fait le calcul pour la Pologne. La Pologne, c'est l'Europe. Eh bien, on est dans le même cas de figure strictement. C'est-à-dire que si vous, demain, vous donnez une voiture électrique à chaque Polonais, eh bien, il doublera la pollution de la Pologne en termes de transport. Et en moyenne mondiale, ça donne ça. Ça, c'est la moyenne mondiale. Si demain, vous changez de parc de voitures et que vous passez à l'électrique partout, vous donnez une voiture électrique à tout le monde, vous avez ça en termes de pollution. Donc c'est identique à ce qu'on fait aujourd'hui. La conclusion qui s'impose, c'est qu'il n'y a pas de généralité à tirer, il faut faire pays par pays, il faut faire certainement même région par région, etc., personne par personne, mais en tout cas, il y en a une conclusion qui s'impose, c'est que si demain vous voulez la solution pour réduire votre pollution atmosphérique par les transports, vous prenez une petite voiture. Et ça
C'est la réponse immédiate qu'on peut apporter au transport. Et c'est pas des histoires, c'est pas de la magie ce que je vous ai présenté, c'est un vrai code de calcul qui permet d'ailleurs, quand on le fait tourner, de retrouver la quantité de pétrole importé en France pour les transports. Donc c'est pas des histoires à partir de calculs physiques, c'est un modèle physique à la base, on retrouve des grandeurs économiques. Alors vous savez, moi quand j'ai fait cette préparation, je me suis dit oui mais non, les transports c'est le truc, je peux pas en changer. Moi je suis cadre, il me faut ma voiture, etc. Je peux absolument pas m'en passer. Un ami m'a fourni cette petite vidéo que je vais essayer de vous pointer si je rattrape ma souris. Je vais vous la remettre parce que si j'arrive à attraper la souris, je ne sais pas où elle est partie, elle est là. Alors je vous la remets. J'ai raté mon effet, mais c'est tant pis. C'est de ma faute, j'avais qu'à être plus adroit. Ça c'est ce dont raffolent les Japonais et les Coréens d'ailleurs, parce qu'ils ont un peu la mentalité rigoureuse de ce point de vue-là. C'est un exercice, vous allez voir, qui est assez bluffant. Donc, quand l'ami en question m'a montré cette vidéo, je me suis dit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible en termes de transport et de déplacement. Croire que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas en changer, eh bien, c'est faux. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai vu cette vidéo. Alors, ils vont assez lentement. Ça marche bien, alors comme c'est pas assez compliqué, ça marche aussi en marche arrière. Et au pas, c'est trop facile, alors ça marche aussi en accéléré. Et bien moi, quand j'ai vu ça, alors il y a une autre vidéo marrante que je pourrais vous montrer, mais je pense que je vais arrêter de parler à un moment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, rien n'est impossible en termes de déplacement. Rien. Croire que les choses sont impossibles, c'est se résoudre alors que rien n'est impossible. Alors il est plus simple que de faire ce que font nos amis japonais. Les solutions, c'est ce que je vous disais, elles existent déjà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ou d'attendre l'innovation technologique de dernier cri du Salon de Genève pour sauver le monde. Les innovations technologiques, elles ont déjà eu lieu, pour l'essentiel. Alors il y en a quelques-unes ici. Ça c'est une que j'aime beaucoup, alors c'est pas pour la marque, vous me passerez la pub, c'est juste le fait que ça c'est une voiture hybride, rechargeable électriquement, qui a une autonomie électrique très limitée, mais l'intérêt de l'hybride, c'est-à-dire un moteur thermique couplé à un moteur électrique, c'est que ça ne change pas de façon radicale nos habitudes. Quand vous avez une voiture hybride, eh bien vous avez une voiture qui a un moteur avec un réservoir d'essence, et vous avez en même temps une batterie avec une faible autonomie, mais si, comme Christophe Mangeant, vous êtes à 15 km de votre travail, ça suffit largement pour faire des allers-retours, vous consommez 0 d'essence, et vous mettez ça à recharger sous des ombrières photovoltaïques par exemple, et c'est gagné. Je l'ai testé moi pendant un mois, j'ai aperçu un collègue dans la salle tout à l'heure qui également connaît très bien ce genre de matériel. Ça, pour moi, c'est l'une des clés du succès de la transition, on va dire, des transports, c'est que si on arrive à avoir des engins comme ça, abordables, que les gens puissent s'acheter, eh bien, on ne changera pas nos habitudes. Quand vous partirez en vacances, vous pourrez quand même vous dire que vous avez un réservoir plein, et le restant des jours, quand vous allez au boulot, eh bien, vous consommerez moins. Je crois beaucoup aussi à ça. Ça, c'est les micro-voitures, alors qu'elles soient électriques ou pas, je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est la masse. Eh bien, les micro-voitures électriques, personnellement, dès que j'ai le moyen d'en acheter une, je m'en achète une. Vous me verrez faire le zouave d'Orienne, mais c'est clair, dès que je peux m'acheter ce genre d'engin, tout simplement parce que ça défie toute concurrence en termes de poids, donc de pollution, donc de consommation énergétique. Et puis, comme Christophe Mangeant, il n'a pas encore les moyens de s'acheter ni une Prius hybride plug-in rechargeable, ni les moyens de s'acheter une Twizy pour le moment, eh bien, il va en bus au boulot.
Et quand j'ai fait ça, la première fois, et que j'ai dit ça à mes chefs, croyez-moi, je suis passé pour un sacré zouave, parce que quand on est cadre et qu'on va en bus au boulot, on passe pour un Pékin au début. Eh bien, je vous l'ai dit, les déplacements aujourd'hui, quelle que soit leur forme et leurs moyens, il n'y a rien d'impossible. Et moi, depuis 4 ans, je prends le bus maintenant. Alors ça a été un hasard, c'est que ma voiture est tombée en panne un jour, et Christelle m'a dit, mais t'es bête, prends le bus. J'ai dit, ça va pas la tête, j'encadre 25 personnes à l'INES, t'as vu ma tronche, si j'arrive en bus, quoi. La voiture était en panne, j'ai pris le bus. Depuis, je ne l'ai jamais lâché. Jamais lâché. Et ça a un avantage, je passerai rapidement là-dessus, c'est juste pour dire qu'on peut aussi compter sur nos touristes, puisque la pollution au CO2 dans nos stations de montagne, c'est à 75% lié au transport des touristes. Donc on peut aussi compter sur eux, on va leur mettre quelques taxes, je pense que ça se passera bien, et on gagnera de ce côté-là. Et voilà ce que ça a donné quand j'ai mis un gros coup de bambou sur le poste de transport en prenant le bus. Alors, voilà, c'est quand même pas mal. J'en suis encore à 2,5 tonnes. Pour aller aux 700 kg de moyenne mondiale, il y a un peu de chemin encore. Je me suis dit, tiens, je vais pousser le truc à l'extrême. Je ne l'ai pas encore dit à Christelle, donc elle va le découvrir en séance. Si on passe à une seule voiture et qu'on supprime aussi le poste de transport avion, parce que ce que je ne vous ai pas dit ici, c'est que je prenais l'avion au moins une fois par mois, voire une fois tous les 15 jours avant d'arriver à Yenne, et que depuis, je fais les choses en train, dès que je peux. À chaque fois que je peux, ça me change la vie, et bien aussi ça a permis de décroître très fortement mon taux de pollution pour les transports. Et je me suis dit, voilà, donc Christelle va peut-être apprendre ce soir que on va essayer de passer à une seule voiture. Alors en fait, c'est juste un calcul théorique. C'est juste un calcul théorique parce que la voiture, du coup, la grosse, on l'utilise maintenant relativement peu, et la petite que Christelle vient d'acheter, elle consomme également assez peu, donc on ne gagne pas tellement de ce point de vue-là. Donc je passe au poste principal. Ce poste-là, il m'a assis quand je l'ai découvert, parce que découvrir que l'essentiel de sa pollution vient de sa nourriture, eh ben, ça vous jette un froid, et ça me passe l'envie de grignoter. En fait, je suis un gros carnassier et un gros goinfre, je peux le dire. J'en rougis, mais je vous le dis, je suis un gros goinfre, je grignote entre les repas. Eh bien, ça donne ça. Ça donne ça. Et je me suis dit, bon, bah, ça c'est de la faute des agriculteurs, ils ont qu'à faire moins de viande. Hein, les postes principaux, c'est les viandes et le laitage et les grignotages, donc ça fait. Je me suis dit, tiens, je vais aller me plaindre auprès des agriculteurs, ils ont qu'à faire moins de viande industrielle. D'autant plus que l'agriculture française aujourd'hui, elle dépend du pétrole à 80%. L'agriculture française aujourd'hui, elle est dépendante du pétrole à 80%. On me dit d'accélérer, donc je termine. Eh bien, la solution, c'est évidemment de manger moins. Donc j'ai coupé mon budget viande par 2 depuis 1 mois, ce qui me va très bien. Ça ne me pose aucun problème. Et pourquoi pas faire un peu plus de local, c'est-à-dire aller plutôt manger chez nos amis agriculteurs du coin, enfin ceux qui ont des coopératives, et pourquoi pas faire un peu de jardin. Alors là, on ne le voit pas bien, mais j'ai divisé par 1,5 le poste nourriture, et je suis descendu à 2 tonnes. Donc il reste un dernier effort. Ce dernier effort, je le fais simplement en décidant que je ne vais pas changer mon PC tous les 2 ans, que je ne vais pas racheter une Xbox aux enfants dans les 2 ans qui viennent, et que je vais m'acheter un tout petit peu moins de fringues. Et quand je fais ça, je divise par 2 le poste consommation courante. Et au final, je suis à 1,6 tonne. Donc il y a encore un bout de chemin à faire, mais ça, ce sont les objectifs que je me fixe dans les 2-3 ans qui viennent. Et si j'arrive à ça, je pense que ça ne changera vraiment pas fondamentalement la vie. Hein, j'ai déjà commencé à le faire. Et là, on s'approche de l'objectif, et quand dans 2 ou 3 ans, on se reverra pour faire le bilan, eh bien je pense qu'on aura fait un bout de chemin et qu'on se sera habitué à un certain nombre de choses ensemble. Il faudra continuer sur l'alimentation, mais ça, je vous l'ai dit, je suis un gros mangeur. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'un autre monde est possible. C'est qu'un autre monde est possible. Je vous l'ai dit, les énergies renouvelables vont devenir concurrentes, même si certains affirment le contraire. Je vous l'ai dit, en réduisant sa pollution, en faisant des gestes simples, eh bien c'est possible. Il faut le construire ensemble, et il faut remettre au centre de nos préoccupations, eh bien, un certain nombre de considérations, notamment la préservation des ressources
Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre la durée au cœur de nos préoccupations. Je vous remercie de votre attention. Bon, j'arrête de parler. Je vous propose de prendre la parole. Alors, il y a un micro que je vais aller vous chercher dans un instant. Ou René, si tu veux bien l'attraper, dans la salle, la petite salle sono, là-bas, la porte verte. Il y a un micro qui est posé juste quand tu rentres à droite. Juste, si tu tends la main à droite, voilà, il y a un micro qu'on peut faire circuler. Ce que je vous propose, c'est que ceux qui connaissent les réponses aux questions posées répondent. Normalement, ça fonctionne. Vas-y, René, essaye. C'est bon. Voilà. Il y a une question là. Oui, votre exposé est très intéressant. Mais cependant, je pense qu'il contient une trace d'utopie ou, je dirais, disons, d'optimisme pas trop raisonné, parce que cette transition, vous n'avez pas évoqué le coût social et le coût humain que la transition énergétique va forcément poser, soit en termes d'emploi, soit en termes en baisse drastique du niveau de vie. Là, vous avez raisonné comme un bon cadre de la classe moyenne, avec, disons, une vision très technique, capable vous-même d'autonomie, de mener ça parce que vous êtes dans une maison individuelle, etc., etc. Mais quid des gens qui habitent dans des cités, qui vont se retrouver avec des problèmes de chauffage qui sont insolubles, etc. Donc, quand on regarde, on peut espérer, vous avez raison, que la transition énergétique va se faire en douceur, mais déjà au niveau européen, c'est pas certain, parce que ça va bouleverser considérablement le mode de vie et le niveau de vie pour les moins favorisés, hein, les moins favorisés. Et deuxièmement, au niveau mondial, eh bien, ça va amener des tensions mondiales considérables, parce que les pays asiatiques, je ne pense pas que ni la Chine, encore que la Chine avance beaucoup vers un certain nombre de solutions modernes, contrairement à ce que l'on peut penser. Mais globalement, si vous voulez, on va vers des tensions internationales très fortes autour du pétrole, autour du reste du pétrole, voire, si vous voulez, des famines. Vous n'avez pas évoqué le problème des famines, il y en a eu dans l'histoire récente, des famines très graves, dont on a oublié. Bref, si vous voulez, le tableau que vous nous avez dressé, certes, il est techniquement, j'adhère encore qu'il y a certains points sur lesquels on peut discuter, mais sur le plan social, sur le plan politique, là, si vous voulez, c'est la grande inconnue, mais je ne vous ferai pas le reproche, parce que moi-même, je ne saurais pas hypothéquer, mais néanmoins, il y a une très très grosse inconnue qui débouche d'ailleurs sur la notion même de démocratie de nos sociétés, de stabilité de nos sociétés, car nos sociétés ont acquis une stabilité depuis 100 ans grâce à, je dirais, un contrat social qui est fondé sur l'énergie bon marché, mais ça, les cours, vous les connaissez, vous les avez développés, Jean Covici, etc. Le pétrole à $2 le baril pendant 100 ans, tout ça, ça a abouti à une stabilité aujourd'hui qui est en passe d'éclater, d'exploser. Alors que là, c'est un gros problème. Voilà. Alors, vous avez raison. Vous avez raison sur le point qui concerne le fait que tout ça est un enjeu majeur. Et pour moi, quand on parle en fait de social, on parle de l'homme, hein, tout simplement. C'est la raison pour laquelle, entre on va dire un effort important fait par chacun d'entre nous, ou pas d'effort et un gros carton, je préfère un effort important. Je vous l'ai dit, je vous ai montré les courbes. L'énergie pas chère, c'est fini. En tout cas, moi j'en suis persuadé. Donc on peut faire deux choses. On peut faire l'autruche et croire les économistes qui nous expliquent que la croissance va revenir, et croire nos hommes politiques qui jurent par la croissance. Moi je jure par la croissance, non pas du PIB, mais la croissance d'une part des efforts, ce que je vous ai évoqué, d'autre part d'un certain nombre d'indicateurs qui sont les indicateurs effectivement de taux d'emploi, de bien-être, de durabilité, etc. Alors pourquoi je vous dis ça? Vos remarques sont justes, hein, c'est assez marrant d'ailleurs dans votre question, parce que vous avez commencé par dire que j'étais très optimiste. Alors, il m'a semblé que j'ai été très noir au contraire, pour finalement dire que ça allait être très compliqué, ce que j'ai exactement dit en introduction. Ça va être compliqué. Mais on a le choix entre avoir un truc compliqué à gérer ou avoir un truc ingérable.
On n'a que ces deux choix-là. On n'a pas le troisième choix qui consiste à dire la croissance reviendra, l'énergie pas chère reviendra, le PIB mondial va repartir à la hausse, etc. etc. On ne l'a pas, ce choix-là. Moi, je crois qu'on ne l'a pas. Donc dire ça va être dur socialement, oui, ça va être dur socialement. Et c'est pour ça qu'une des valeurs fondamentales qu'on va devoir défendre, qui n'est pas aujourd'hui défendue, c'est la valeur de la solidarité. Évidemment que le bobo que je suis, le cadre moyen que je suis, mais je ne le prends pas comme une critique. Je ne le prends pas comme une critique, rassurez-vous, on est presque en famille ce soir, donc il n'y a pas de problème avec ça. Évidemment, lui, il va s'imposer plus d'efforts que les autres. Vous voyez ? C'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité. Je considère que c'est ça. Et je considère que c'est ça qui va nous sauver, ou qui peut nous sauver, ou qui peut un petit peu nous sauver. Mais en tout cas, croire que les beaux temps vont les jours heureux vont revenir, je considère que c'est faux. Je considère que les temps difficiles arrivent et que nous avons des efforts à faire. Et entre un petit effort qui va certainement nous promettre la durabilité et un gros carton, je choisis le petit effort. Voilà. Y compris au niveau social, ça va être dur. Voilà. Mais je crois que nous avons le devoir, nous, de faire cet effort, sinon c'est le carton. Vous avez parlé des familles, etc. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer tout ça. Vous savez, il y a 300 slides derrière ça. Donc si vous voulez, on fait 3 conférences dans la foulée. Jusqu'à demain matin, il y a 0 problème. Et sur les 300 slides, il y en a à peu près 50 sur les familles dans le monde, etc. etc. Donc on peut faire ça. Je suis absolument persuadé, vous prêchez un convaincu, ça va être dur. Et puisque ça va être dur, il faut se serrer les coudes et faire des efforts maintenant. Parce que vous l'avez vu, le pic de production énergétique n'est pas complètement passé. Ça veut dire qu'on a de l'énergie encore. Alors l'énergie qu'on a encore sous nos pieds, on peut en faire deux choses. On peut en faire de la croissance continue, jusqu'à ce que ça s'écroule. C'est ce qui est dans ce livre. C'est le scénario standard de ce livre, du Club de Rome. Le scénario standard, il vous dit, premier cas de figure, on a des hommes politiques qui poursuivent la croissance. On ne change rien, on ne change rien. On dit à tout le monde que ça va bien se passer, on fait de la croissance. Et la physique nous rattrape. Donc moi je ne veux pas ça. Je veux que si un jour la France décide d'explorer ou d'exploiter des gaz de schiste, on le fasse pour construire des éoliennes et ces jolies choses que vous voyez là. C'est ça que je veux, moi. C'est que si demain on trouve du pétrole sous nos pieds en France, qui est absolument improbable, mais si demain on en trouve, je veux que ça permette de construire des pompes à chaleur, de la géothermie, etc. C'est ça que je veux. Parce que si c'est pour construire plus de Xbox, je dis c'est tout perdu. C'est tout perdu. Et c'est ça le choix qu'on a à faire dans l'année 2013, dans le cadre du grand débat sur la transition énergétique. C'est ça notre choix. On a le choix entre quelque chose de dur, mais faisable, et un gros carton. Mais je le prends pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les enfants, ça a été un peu dur, je pense, mais... Bah oui, c'est un petit peu dur. Écoute, Christophe, merci pour ton exposé. Il était vraiment fort intéressant et suggère plein de réflexions, bien sûr. Moi, j'ai un petit problème avec ton approche de comment enrayer, n'est-ce pas? Tu as, à un moment donné, on décrit un certain nombre de phénomènes. Je pense qu'on est assez vite convaincu par ces phénomènes, on est assez vite convaincu qu'on ne reviendra pas aux 30 Glorieuses, c'est clair. Et tu dis comment enrayer? Et tu dis à ce moment-là, 50% sont entre nos mains individuelles, et tu prends ton exemple, et tu l'as très bien démontré par un certain nombre d'actions. Bon. Moi je pense que le phénomène est collectif, c'est un phénomène de masse, c'est un phénomène de quantité, c'est un phénomène de volume. Donc ça n'est pas que des approches individuelles. Il va falloir que l'axe que tu indiquais réglementaire, ou du moins imposé quelque part, ou fortement sollicité, je pense que cet axe-là va devenir majeur. C'est-à-dire, autrement dit, on ne peut pas compter que sur notre prise de conscience individuelle pour bien isoler notre maison, réduire notre consommation de viande, etc. Il va falloir le faire par des moyens volontaristes qu'une société organisée va se donner au travers des modes d'action qu'une société se donne pour influencer des comportements individuels. Alors ça peut être des prescriptions, des impositions, ça peut être des taxes, ça peut être un certain nombre de formes comme ça,
Mais si on veut, en quelque sorte, franchir le pas de façon relativement durable, il faut changer tellement de choses que la seule prise de conscience individuelle, dans toute son hétérogénéité, va devenir aussi relativement insupportable. Et j'étais assez sensible avec monsieur qui est intervenu précédemment en disant, bien entendu, nos situations individuelles sont extrêmement diversifiées. Or, le problème, il n'est pas que des gens, parce qu'ils ont les moyens financiers ou l'intelligence culturelle, ou je ne sais pas quoi, se mettent à faire des choses. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est toute la société qu'il faut changer. Et probablement dans un sens plus égalitaire. Et tu l'as fort bien dit, le développement de la solidarité. Donc moi, je pense que ça passe par la politique quelque part, et ça passe par une emprise de la société sur les changements de comportement, plus qu'en disant écoutez la vérité, brave dents, et réagissez chacun de vous dans votre coin. Ça, je pense que ça sera pas suffisant. Enfin, c'est l'opinion que j'émets. Alors, merci Robert, tu prêches un convaincu. C'est vrai que j'ai assez peu développé la partie loi et réglementation. Qui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, va assurer la structure, le squelette, je pense, de notre action, qu'elle soit collective ou individuelle d'ailleurs. Alors ce pourquoi je ne l'ai pas tellement développé, c'est que je découvre que finalement une démocratie, en faisant cet exercice, je découvre qu'une démocratie, c'est un vote de chaque jour et un vote le jour où il y a des élections. Je considère, enfin je crois que finalement ce que tu évoques, hein, le développement des réglementations et des lois, nous échappe un petit peu, et qu'une manière d'influencer ça, c'est de voter tous les jours, en allant un petit peu moins au supermarché, en allant un petit peu moins prendre sa voiture, en allant un petit peu moins consommer d'électricité avec sa Xbox, etc., etc., en ne changeant pas son iPhone dès que le iPhone 5 sort, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, encore une fois tu prêches un convaincu que les règlements et les normes vont assurer la structure globale, et notamment au niveau national. Cependant, je crois qu'aujourd'hui on a une démocratie qui doit aussi fonctionner tous les jours, et comme à chaque fois qu'une loi ou une réglementation sort, les gens votent d'abord ce que ça va leur coûter en plus, évidemment on est moins enclin à accepter cette loi ou cette réglementation-là. Cependant, si on parlait de ça, on fait l'effort pour s'améliorer, je pense que les deux vont dans le bon sens, et c'est pour ça que je considère que les deux représentent 90% de la solution. C'est pour ça que j'ai mis ce chiffre-là. C'est que les 10% restants, ben oui, effectivement, c'est de l'innovation techno, c'est ça. Ah, mais c'est pas tout. Donc oui, tu prêches un convaincu, Robert, complètement.